Chaque année, le mois d'octobre se teinte de rose pour rappeler une cause qui nous concerne toutes et tous, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Au-delà des campagnes de sensibilisation, des dépistages et des témoignages, il y a sur le terrain des femmes dévouées, discrètes, mais essentielles. Les sages-femmes. Elles sont souvent les premières à écouter, à conseiller, à orienter, parfois même à rassurer celles qui doutent ou qui craignent. Leur rôle dépasse largement la maternité. Elles sont des actrices clés de la prévention et de la santé féminine dans sa globalité. Aujourd'hui, autour du micro d'Oadiara, nous mettons en lumière cette mission trop souvent méconnue à travers un échange spécial Octobre Rose. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Baben, sage-femme passionnée, engagée et témoin privilégié des réalités que vivent tant de femmes au quotidien. Bonjour Madame Baben et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion d'Octobre Rose. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler d'un sujet aussi important que la prévention du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, un combat qui concerne toutes les femmes. Bonjour Adia Mariam, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. C'est tout autant un honneur au moins d'intervenir sur ce thème qui fait l'actualité mondiale au micro d'Adiara. En tant que sage-femme, comment percevez-vous l'importance de la campagne d'Octobre Rose? Disons que c'est une campagne qui vient à son heure, comme chaque année bien sûr, parce qu'il s'agit donc d'une campagne qui permet de faire le dépistage systématique du cancer du sein, mais aussi du col de l'utérus. En effet, donc, ce sont deux fléaux donc, qui sévissent dans le monde, d'autant plus que leur progression alarmante inquiète tous les États du monde. Et surtout au Sénégal, nous faisons le dépistage du cancer du sein en même temps du cancer de l'utérus parce que le cancer du col de l'utérus est la première cause de décès par cancer féminin au Sénégal, même si le cancer du sein est beaucoup plus fréquent. Donc, la campagne Octobre Rose au Sénégal permet une vulgarisation donc, de cette lutte contre ces deux fléaux que je viens de citer bien sûr, que sont le cancer du sein et aussi le cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein et du col de l'utérus reste souvent entouré de tabous. Selon votre expérience, qu'est-ce qui empêche encore beaucoup de femmes de se faire dépister à temps? Ceci peut être assujetti au manque d'information, mais aussi à l'ignorance du fait que certaines femmes, même je dirais beaucoup de femmes, ne savent pas que toute femme dans ce monde est susceptible de pouvoir faire un jour un cancer du sein. Si, de par la médiatisation, on faisait savoir à toutes les femmes que toute femme qui est née dans ce monde peut, à n'importe quel moment, un jour, développer le cancer du sein, je pense que toutes les femmes se seraient senties donc plus concernées et se sentiraient plus concernées, mais aussi seraient beaucoup plus alertes par rapport aux signes, mais aussi au dépistage qu'elles devraient faire de façon régulière, tout simplement pour pouvoir prévenir. Parce qu'effectivement, c'est bien de prendre en charge les patients et les nouveaux cas donc détectés, mais la meilleure lutte contre le cancer reste toujours la prévention, que ce soit le cancer du sein et que ce soit aussi le cancer du col de l'utérus. Comme je disais, le manque de médiatisation et le manque d'information sont les premiers points qui font que ceci reste bien sûr souvent tabou. Mais aussi le fait que chez certaines communautés, que ce soit considéré comme une maladie honteuse, ou bien même que ce soit un sujet tabou, effectivement, contribue donc au manque d'information et au manque de médiatisation. Eh bien, justement, quel rôle jouent concrètement les sages-femmes dans la sensibilisation et la détection précoce de ces deux cancers? Alors, la sage-femme, il joue un rôle très important, mais aussi crucial, parce qu'en fait, c'est le premier maillon de la prise en charge du cancer, que ce soit du col ou que ce soit du sein. Parce qu'effectivement, de par les causeries que la sage-femme organise, elle aide les femmes à mieux connaître leur corps, à les sensibiliser sur l'autopalpation après chaque cycle menstruel et aussi à pouvoir identifier des signes d'alerte ou bien de danger qui devraient vraiment orienter la femme vers la structure sanitaire la plus proche, que ce soit un abcès du sein, que ce soit un changement de la couleur de la peau, que ce soit une douleur ou bien une tuméfaction. Donc, même si les femmes n'arrivent pas à
tout retenir, même si elles retiennent juste un signe d'alarme. Donc, ça peut les aider à sauver une vie. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de lutte contre le cancer du sein, ou bien le cancer du col de l'utérus, tous les signes que la personne pourrait retenir pourraient vraiment lui sauver la vie et l'inviter à aller très rapidement en consultation quand il faut. Et donc, en plus de cela, si par exemple une femme se présente à la structure avec des signes qui peuvent orienter vers une suspicion de cancer du sein, c'est la sage-femme qui fait le bulletin de référence vers une structure prise appropriée, si c'est au niveau des postes de santé, mais aussi lui faire, par exemple, si elle est âgée de 25 à 40 ans, une échographie mammaire. Cependant, si avant 40 ans, bien sûr, la mammographie devrait vraiment se faire. L'indication se poserait avec un professionnel ou bien un gynéco. Ensuite, par rapport au suivi également, il y aura la chimiothérapie, la radiothérapie qu'il faudrait faire, mais toujours la sage-femme en connivence avec le district dans lequel elle est orientée. Elle va bien sûr pouvoir relayer l'information, mais aussi orienter la patiente à la structure la plus appropriée. Juste pour vous dire que le rôle de la sage-femme dans cette lutte est vraiment importante. Vous avez beaucoup parlé des signes d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous partager les signes qu'une femme devrait absolument connaître? En ce qui concerne les signes d'alerte qu'une femme devrait connaître absolument, c'est d'abord la douleur. La douleur mammaire qui, en général, est le maître symptôme. Il y a aussi la perception de nodules qui n'étaient pas dans le sein au préalable. Il y a également le changement de la couleur de la peau, du sein bien sûr, que ce soit donc une peau qui devient brunâtre, c'est-à-dire un peu noire, ou bien qui devient rougeâtre. Il y a aussi la présence de ganglions au niveau des aisselles, mais aussi vers la clavicule. Il faut aussi savoir que si la femme note des écoulements mammaires, qui bien sûr n'est pas durant une période d'allaitement, devrait aller en consultation pour voir quelle en est la cause. La présence d'abcès mammaire ou bien un gonflement du sein ou bien quand vous notez que les seins n'ont pas la même taille. Tout ceci peut vraiment conduire la femme à aller en consultation. Et en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, donc si la femme note des saignements entre les règles, des douleurs pelviennes intenses ou bien qu'elle présente des infections à répétition, elle peut aller en consultation. Justement, lors de vos consultations, comment abordez-vous le sujet du dépistage avec vos patients? La discussion est-elle facile ou délicate? C'est pas facile d'aborder le thème des dépistages du cancer, que ce soit du sein ou du col de l'utérus avec les femmes, parce qu'il faut d'abord capter leur attention sans pour autant leur faire peur, vu c'est une maladie qui parfois peut créer des psychoses rien que de l'entendre. Donc il faut toujours être au juste milieu entre l'empathie, mais aussi entre la délicatesse. D'abord dédramatiser la chose, mais aussi déconstruire les perceptions que certaines personnes ont, des perceptions erronées, je vais dire, sur la maladie, parce que il y a des gens qui pensent que cancer égale mort. Bien sûr, le terme de psychose que je viens d'utiliser tout à l'heure, cette maladie peut avoir chez certaines personnes. D'autres également que vous pensez que c'est une maladie qui est contagieuse, tel qui n'est pas le cas. Donc, il faut d'abord les informer sur la maladie, mais aussi leur faire savoir que c'est pas une maladie contagieuse et que c'est une maladie qui peut se guérir. Et de ce fait, on peut même être appelé à travailler avec des héroïnes, je vais dire, de cette maladie, des femmes qui ont eu le cancer, qui ont lutté et qui ont vaincu le cancer et qui sont encore vivantes et qui vivent normalement. Donc, les inviter à participer aux campagnes de lutte et de sensibilisation contre le cancer, mais aussi à mieux booster, à mieux encourager les femmes qui sont en train de faire la lutte, mais aussi à mieux exhorter les femmes qui n'ont jamais fait les dépistages à aller le faire et savoir que vraiment, quand cette maladie vraiment frappe à notre porte, il y a des possibilités de pouvoir guérir et de s'en sortir à l'image de ces dames qui, en général, ont déjà eu le cancer et qui ont vécu et qui sont en train de mener une vie normale. Et dans ce sillage, j'en profite pour faire un gros coucou
à mon héroïne préférée, Aïcha, qui se reconnaîtra, donc qui est une brave dame qui a vécu ce cancer du sein, qui l'a surmonté avec beaucoup de force et qui mène paisiblement sa vie actuellement et de façon active également. Rassurant de savoir qu'il existe des héroïnes de ces cancers, mais comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, reste qu'au-delà des dépistages, il existe des bonnes pratiques que devrait adopter chaque femme pour préserver sa santé mammaire. Au-delà du dépistage, les bonnes pratiques qu'elle devrait adopter sont d'abord l'autopalpation des seins après chaque règle, c'est-à-dire lever une main, le mettre derrière le cou et palper le sein dans le sens de l'aiguille d'une montre afin de détecter s'il y a une nodule ou bien une masse qui n'était pas déjà sur le sein au préalable, détecter s'il y a une douleur, palper jusqu'au niveau des aisselles et même au niveau des clavicules et faire ensuite la même chose avec l'autre sein. Si la femme a des difficultés à bien le faire, elle peut se rapprocher de la sage-femme la plus proche de chez elle. Il y a aussi le respect de l'allaitement maternel exclusif, donc allaiter son enfant jusqu'à 6 mois, qui bien sûr protège la femme contre le cancer du sein. Il y a aussi le fait d'éviter de se raser les épaules et d'y mettre du parfum directement, parce qu'il y a des produits contenus dans le parfum qui sont cancérigènes et par exemple, quand vous rasez carrément les aisselles et qu'il n'y a plus de poils et que vous mettez le parfum, donc c'est directement absorbé par la peau. Alors que s'il y a les poils des aisselles là-bas, ça peut atténuer l'absorption de ces produits. En général, on met on met plus l'accent sur l'hydroxyde d'aluminium, donc qui est souvent contenu dans certains produits de parfumerie, bien sûr, et qui peuvent être cancérigènes. Le fait de porter également des soutiens-gorge qui sont souples peuvent bien aider les femmes à laisser leur sein respirer et qu'ils ne contractent pas vraiment. Il y a aussi le fait de bien connaître aussi sa famille, c'est-à-dire se renseigner parce qu'en général, les cancers du sein surviennent beaucoup plus chez les familles qui ont déjà eu des personnes qui l'ont déjà développé, c'est-à-dire des antécédents de cancer du sein. Si par exemple, dans une famille, une tante ou bien une maman ou bien une grand-mère l'a déjà eu, il faut le signaler. De ce fait, cette femme va vraiment être suivie de très près parce que le gène est déjà dans la famille et ça peut toujours faire des récidives. Ça aussi, ça contribue bien sûr à la lutte et à la prévention contre le cancer du sein. Alors, pour prévenir ou lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus, quels sont les efforts supplémentaires selon vous qui devraient être faits par les autorités ou le système de santé pour améliorer la lutte contre ce cancer? Déjà, il y a une très bonne approche avec les campagnes de sensibilisation nationales qui sont effectuées. Il y a aussi à saluer donc les avancées telles que la chimiothérapie qui est gratuite pour les femmes qui sont atteintes du cancer. Cependant, plus de campagnes de médiatisation et d'éducation nationale sur la sexualité et sur la santé reproductive aideraient à mieux comprendre le cancer et de savoir que c'est un cancer qui peut toucher les hommes aussi bien que les femmes et mieux sensibiliser également les hommes sur le fait de savoir qu'il est important d'accompagner mais de soutenir psychologiquement leurs femmes qui sont atteintes de ces maladies et de savoir aussi que ça peut toucher aussi bien l'homme que la femme. Ceci donc aiderait bien sûr à mieux lutter contre le cancer. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, donc la vaccination gratuite pour les enfants âgés de 9 à 14 ans est une aubaine. Donc ceci est à saluer et à encourager. Maintenant, par rapport à la campagne de sensibilisation massive, il serait bien d'organiser des Pink Day de façon trimestrielle ou semestrielle, c'est-à-dire des journées roses, élargir les campagnes de vaccination et de dépistage du cancer durant le mois de mars, par exemple, qui est un mois dédié aux femmes, si c'est possible de faire des campagnes de façon trimestrielle, chaque 3 mois, faire des journées roses, donc dédiées à la lutte et au dépistage du cancer. Ceci aiderait à mieux cerner donc les cibles et aussi à les avoir avec un suivi plus ou moins régulier. De ce fait, on va pas avoir des perdus de vue par rapport au dépistage, par rapport au cas suspect, par rapport
aux femmes qui avaient déjà peut-être commencé le traitement et qui n'ont pas pu le terminer pour des raisons ou des causes qui sont multiples. Eh bien, pour terminer, les jeunes femmes parfois se sentent peu concernées par la prévention. Aujourd'hui, quel message leur adresseriez-vous? Je pense que certaines jeunes femmes qui se sentent pas parfois concernées par la prévention et souvent dû peut-être au manque d'implication de ces dernières dans les campagnes de sensibilisation. Parce qu'en général, les femmes les plus ciblées qui viennent dans les structures sont les femmes qui sont déjà mariées. Et donc, si par exemple, on élargissait les campagnes de sensibilisation dans les structures éducatives, c'est-à-dire dans les établissements, dans les universités, donc ça permettrait aux jeunes de savoir, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, de savoir que euh, cette maladie donc doit vraiment être prise au sérieux et doit effectivement faire l'objet d'une campagne nationale, mais aussi d'une sensibilisation réelle pour que vraiment toutes les femmes puissent bénéficier de soins préventifs. Et il est important aussi de savoir que, je disais ceci au préalable, que toutes les femmes sont vraiment sujettes à pouvoir faire un cancer. Donc, il n'y a pas celle-ci, elle est sénégalaise, celle-ci, elle est française ou américaine, elle est beaucoup plus sujette à le faire, elle est beaucoup plus susceptible de le faire. Non, toutes les femmes, peu importe leur race, peu importe leur ethnie, peu importe leur culture, peuvent à tout moment faire un cancer. Donc, si vraiment ce message était vraiment partagé partout, toutes les femmes se sentiraient beaucoup plus impliquées et peu moins concernées, comme chez certains jeunes, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup, Madame Baben, pour cet échange enrichissant et pour les précisions que vous avez apportées sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois d'octobre rose, rappelons-le, la sensibilisation, le dépistage précoce et l'information sont nos meilleures armes contre la maladie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. C'était autour du micro de Adjara. À très bientôt pour un nouvel entretien.